Bonjour, bienvenue dans la série sur le temps. Donc nous allons attaquer la relativité générale. Alors la relativité générale, c'est une généralisation de la relativité restreinte à tous les référentiels, y compris ceux qui sont accélérés. De plus, la théorie inclut les effets de la gravitation. C'est une théorie particulièrement vaste et difficile, tant d'un point de vue conceptuel que par ses outils mathématiques plutôt pointus, qui sont la géométrie différentielle, le calcul tensoriel. Ici, je ne donnerai qu'une esquisse afin d'examiner le statut du temps dans la théorie. Si vous voulez en savoir plus de détails, plus de raisonnement, de démonstration, tout ce qui est nécessaire, je vous renvoie à nouveau à la série sur la relativité. Alors, une des bases de la théorie, c'est le principe d'équivalence. Ce principe fut découvert très tôt par Galilée. Il dit que la masse grave est égale à la masse inerte. La masse grave, c'est la masse qui est responsable des effets de la gravitation. Donc le fait que les corps s'attirent en fonction de leur masse, comme cela fut décrit quantitativement par la théorie de la gravitation universelle de Newton. Et la masse inerte, c'est la masse qui s'oppose au mouvement. Donc il est plus difficile de pousser un corps massif qu'un corps très léger. Et Galilée avait constaté que ces deux masses étaient identiques. Cela a été vérifié par la suite avec une précision énorme, très très grande précision, y compris à l'époque moderne où on a atteint des précisions vraiment spectaculaires. On peut utiliser ce principe pour montrer qu'en un point, c'est-à-dire un événement de l'espace-temps, on peut localement, autour de ce point, construire un système de coordonnées tel que, dans ce voisinage, la relativité restreinte est valide. Donc, la relativité restreinte reste valide en relativité générale, mais dans le voisinage infinitésimal d'un point, d'un événement. Parce qu'il est impossible d'étendre partout ce système de coordonnées de la relativité restreinte en tout point et d'ailleurs on peut montrer que la gravitation est incompatible avec la relativité restreinte. Cela ne se démontre pas très difficilement. Et cela induit que la relativité restreinte ne peut être valide en tout point en même temps. En fait, on en déduit que la géométrie de l'espace-temps ne peut pas être celle de Minkowski en présence de la gravitation, mais doit être un espace-temps courbe, dans le sens qu'il n'y a pas de ligne droite, mais uniquement des trajectoires, des lignes courbées, comme la surface d'un ballon, par exemple. Attention, on parle bien de l'espace-temps et pas de l'espace seul, une confusion qui n'est pas rare. Par exemple, comme une surface qui serait courbée, une feuille de papier pliée. Avec une difficulté, pour nous, c'est qu'une feuille, c'est facile à se représenter, et c'est à deux dimensions. Il suffit de deux coordonnées, hauteur, largeur, par exemple, pour trouver un point sur cette surface. Tandis que l'espace-temps est à 4 dimensions. Même pas à 3, 4. Et donc, parce qu'il y a 3 coordonnées spatiales et le temps. Et donc, ça leur rend très difficile de visualiser un tel espace-temps courbe. De tels espaces ou espace-temps courbes à X dimensions en mathématiques sont appelés des variétés. On peut aussi généraliser la notion de tangente. Donc si vous avez une courbe, on peut tracer la droite tangente à cette courbe,
ou si vous avez une surface courbe, le plan tangent à cette surface. Et de même, pour un espace-temps à 4 dimensions, en chaque point, on peut avoir un espace-temps à 4 dimensions tangent, qui est l'espace-temps de Minkowski. Alors, pour comprendre ça un peu plus physiquement, revenons au principe d'équivalence. Il implique, puisque les masses inertes qui s'opposent au mouvement sont les mêmes que les masses graves qui attirent vers, par exemple, le sol, vers la Terre, cela implique que tous les corps tombent à la même vitesse. En fait, pas tout à fait vrai. C'est plutôt, ils tombent tous avec la même accélération. C'est l'accélération de la pesanteur, qui est d'environ 10 mètres par seconde au carré sur Terre, c'est-à-dire que tout corps qui chute sur Terre, en une seconde, accélère d'une vitesse de 10 mètres par seconde. Ceci est vrai pour peu que le corps soit petit, ça c'est pour respecter la localité, il faut que le corps soit petit afin que la gravité puisse être considérée comme uniforme sur toute la taille de ce petit objet. Il faut aussi qu'il soit léger, parce qu'un corps qui tombe est attiré par la Terre, mais il attire la Terre. Et il ne faudrait pas que cette attraction soit trop forte et fasse bouger la Terre. Auquel cas, à cause du mouvement des deux, on n'aurait plus cette équivalence entre tous les corps qui chutent. Par exemple, la Lune est à la fois trop grosse et trop massive pour entrer dans cette définition. Cela concerne que les petits corps légers. On peut visualiser cet effet du principe d'équivalence avec l'ascenseur. Alors c'est l'ascenseur d'Einstein qu'il avait utilisé pour vulgariser ce raisonnement, qui est très simple, très connu. Ici on va faire court. Si on est dans un ascenseur et que le câble casse et qu'il n'y a pas de frein, à ce moment-là, la cabine va tomber. Et dans ce cas-là, à l'intérieur, on va se retrouver en apesanteur. Alors, évidemment, jusqu'au crash, quand on va toucher le fond de la cage d'ascenseur. On peut même y faire des expériences. Par exemple, si on lâche un stylo, celui-ci tombant avec la même vitesse que nous, la même accélération, le stylo va flotter à côté de nous. Et même de l'eau. Si dans l'ascenseur, vous videz un verre d'eau, l'eau va prendre la forme d'une boule. Ce genre d'expérience se fait réellement. Alors pas avec un ascenseur, ça serait un peu casse-cou, mais avec des avions qui sont spécialement équipés. En fait, ce sont des Boeing, dont la structure est renforcée, tout l'intérieur enlevé, il n'y a plus les sièges, etc. Et ces avions font un vol parabolique. Donc, ils montent vers le haut à pleine puissance de leur réacteur, et dès qu'ils sont bien lancés, ils coupent les réacteurs. À ce moment-là, l'ascenseur tombe en chute libre. En fait, il fait un vol parabolique. Et évidemment, on rallume les réacteurs avant d'aller se cracher au sol. Évidemment, les contraintes sont énormes, avec de telles poussées, de tels freinages, d'où la structure renforcée de ces avions. Et le vol ne dure que de l'ordre d'une minute ou 2 minutes, je crois. Ça va très vite. Donc on n'a pas le temps de faire beaucoup de choses, mais c'est suffisant. C'est suffisant pour faire certaines expériences en apesanteur, où le plus souvent, cela sert à entraîner les astronautes, afin qu'ils puissent non seulement ressentir les effets de l'apesanteur, mais aussi apprendre à travailler en présence de l'apesanteur. Et on peut même s'en servir pour des films. Alors ça coûte cher pour faire un film, mais on n'y fait que quelques passages. Par exemple, le film Apollo 13, que vous avez peut-être vu, avec Tom Hanks, qui relate l'accident d'Apollo 13. Et les scènes dans l'espace où il flotte, notamment celles où il pratique devant ce qu'il pense être diffusé à la télévision, les expériences avec la radio qu'il fait tourner en l'air, si vous avez vu le film, si vous vous en souvenez, toutes ces scènes ont été tournées, en fait, dans un avion en vol parabolique. Le principe d'équivalence implique que, localement, dans un voisinage donné,
la gravité est équivalente à une accélération, puisqu'elle est la même pour tout corps en ce point. Et donc, que le référentiel local en chute libre, celui qui tombe, est effectivement le référentiel où la relativité restreinte s'applique. Et donc on a, en tout point, on peut construire un tel référentiel qui sera différent en deux points différents, où la relativité restreinte s'applique, et puis de proche en proche, on peut alors construire la variété courbe de l'espace-temps pour l'ensemble. Ça nécessite des outils mathématiques assez sophistiqués. Et donc, si la gravité est non uniforme ou non constante, ou les deux, à ce moment-là, la variété construite a une courbure. Comment parler de trajectoire ou de ligne droite avec des variétés? C'est difficile. En toute rigueur, même une variété courbe peut n'avoir aucune ligne droite. Donc comment en parler? Alors, si on prend un corps libre, c'est-à-dire un corps sur lequel n'agit aucune force autre que la gravité, à ce moment-là, on montre qu'un tel corps va suivre les géodésiques de la variété de l'espace-temps. Alors, qu'est-ce qu'une géodésique? C'est le prolongement naturel des lignes droites. Prenons un exemple. Vous avez des rails de chemin de fer. Ceux-ci sont bien droits à la surface de la Terre. Mais si on les prolonge toujours à la surface de la Terre, ils vont finir par faire le tour et faire un cercle. Et donc avoir une courbure. Et donc ça, c'est le prolongement naturel des droites. Si on prend de tout petits fragments de droite, qu'on met bout à bout, dans cet espace courbe, il va construire une géodésique. Et c'est aussi pour ça que les corps libres suivent de telles géodésiques. Parce que localement, la relativité restreinte s'applique, et un corps qui ne subit aucune force va simplement en ligne droite. C'est un des postulats de Newton, d'ailleurs. Et donc, en prolongeant de proche en proche, la trajectoire d'un corps libre est celle de la géodésique. Le géodésique est aussi le chemin le plus court entre deux points de la variété. Ça peut se démontrer, c'est pas le plus difficile, mais ça nécessite quand même des mathématiques. Alors on va illustrer ça avec un exemple, avec la surface de la sphère. Donc on a une sphère, et on considère sa surface. Donc attention, on ne considère pas la boule, c'est-à-dire on ne considère pas l'intérieur de la sphère, mais uniquement la surface de la sphère. Dans ce cas-là, à la surface, les géodésiques sont les grands cercles. On les appelle ainsi parce que ce sont les plus grands cercles que l'on peut tracer à la surface, et non pas un petit bout de cercle comme ceci par exemple. Les grands cercles sont par exemple l'équateur ou les méridiens, mais pas ce qu'on appelle les parallèles en géographie, parce que à part l'équateur, parce que les parallèles forment des cercles de plus en plus petits, plus en plus serrés lorsqu'on approche du pôle. On voit facilement que le chemin le plus court entre deux points de la sphère est effectivement un arc de grands cercles. Ce sont nos rails. Les rails qui vont le plus droit possible, mais épousent la surface de la Terre. Un observateur qui serait très petit, par exemple, une fourmi ou même un être humain à la surface de la Terre, qui ne regarderait pas trop loin vers l'horizon, pour lui, une surface horizontale est bien plate. Les rails sont bien droits. Mais si on prolonge, si on continue, alors on a la courbure qui se manifeste.
La courbure d'un espace-temps courbe n'est pas une notion facile à comprendre. Alors, pour les courbes, ça va. Pour les surfaces, c'est pas très difficile. Donc, mais il y a des subtilités. C'est un concept qui n'est pas du tout trivial. Et donc, il faut l'approfondir un peu. Et ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.